Durant les dernières années du conflit, le Troisième Reich a déplacé ses efforts loin du front. Dans des tunnels cachés, des installations souterraines et des zones boisées, des groupes d'ingénieurs et de techniciens ont commencé à développer des armes qui ne ressemblaient à rien de vu auparavant. L'objectif n'était plus d'améliorer les troupes ou les véhicules, mais de créer des outils capables de détruire l'ennemi immédiatement. Beaucoup de ces plans sont restés sur le papier en raison de leur taille, de leur coût ou de leur infaisabilité technique. Certains ont été testés, mais n'ont pas donné de résultats déterminants. Les documents récupérés à la fin de la guerre ont montré à quel point on avait tenté de fabriquer des dispositifs capables de causer des dommages massifs sans préavis. Quels étaient les secrets de ces armes qui voulaient anéantir des millions, mais ont échoué dans leur tentative? Silbervogel, l'avion qui prévoyait de bombarder depuis l'orbite. Le projet Silbervogel est apparu comme une tentative allemande de développer un bombardier spatial pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa conception envisageait l'utilisation d'une rampe de lancement qui permettrait d'atteindre des vitesses hypersoniques, dans le but de larguer des bombes sur des objectifs très éloignés. Le véhicule fut conçu pour décoller à l'aide d'un rail incliné et d'un système de fusée additionnel qui fournirait la poussée initiale. Après avoir quitté la rampe, l'appareil devait continuer son ascension jusqu'à 150 km d'altitude, avec une accélération initiale allant jusqu'à 20 fois la gravité. Durant ce trajet, il entrerait dans une orbite partielle qui lui permettrait de planer sur de longues distances en effleurant l'atmosphère terrestre. La conception originale spécifiait une trajectoire avec des rebonds successifs sur les couches supérieures de l'air, ce qui prolongeait sa portée potentielle sans avoir besoin de maintenir une propulsion continue. Le corps du vaisseau avait une longueur proche de 28 mètres et une envergure de 15 mètres. Son poids total au lancement atteindrait 100 tonnes, alors qu'à vide il pèserait environ 9. La poussée initiale du moteur principal serait de 610 tonnes pendant 11 secondes. Les dimensions et les caractéristiques du moteur étaient pensées pour amener le véhicule à une vitesse approximative de Mach 10. Le véhicule Silbervogel était conçu avec une charge aérodynamique et thermique très exigeante. Lors de l'atteinte d'altitude suborbitale et de vitesses extrêmes, la peau de l'appareil serait soumise à des températures supérieures à 1300 degrés Kelvin. Pour supporter ces conditions, la conception prévoyait l'utilisation de matériaux capables de résister à des températures élevées sans compromettre la structure. Les plans proposaient que l'appareil largue sa charge explosive sur la cible après une phase de correction de trajectoire, appelée la troisième phase de direction, juste avant le point de largage. Ensuite, le véhicule suivrait sa trajectoire descendante et atterrirait sur une piste préalablement établie après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Le moteur principal, classé comme A10, avait une masse chargée de presque 70 tonnes, tandis que sa structure vide pesait un peu moins de 17. Sa hauteur était de 20 mètres et son diamètre d'un peu plus de 4. Ce moteur offrait une poussée supérieure à 2 millions de newtons, avec une impulsion spécifique de 247 secondes, réduite à 210 au niveau de la mer. La durée estimée de combustion était de 55 secondes. Le module supérieur, dénommé A9, avait une masse totale de plus de 16 tonnes et une masse structurelle de 3. Il mesurait un peu plus de 14 mètres de haut, avec un diamètre d'1,5 mètre et une envergure d'un peu plus de 3 mètres. Sa poussée était de presque 300 kN, avec une durée de combustion de 115 secondes. Son altitude maximale atteindrait 200 km et son rayon d'action serait de 1000 km. Dans l'un des schémas de conception, il était prévu que l'appareil monte rapidement jusqu'à 3 km à la vitesse Mach 1,5 pour ensuite continuer son ascension pendant environ 8 minutes jusqu'à atteindre son plafond suborbital. Depuis cette position, il effectuerait un vol intercontinental avec des rebonds atmosphériques avant de libérer sa charge. L'un des documents mentionnant ce projet est une étude de recherche de la Luftfahrtforschung allemande, où un système de propulsion à fusée pour bombardiers de longue portée est analysé. Le rapport détaille l'architecture du véhicule, son système de navigation et les paramètres de rentrée. Le système de guidage prévu comprenait des instruments capables de maintenir la trajectoire orbitale sans déviations importantes, et il s'appuyait sur des mécanismes mécaniques et gyroscopiques.
Le contrôle aérodynamique était obtenu grâce à des surfaces mobiles installées à l'arrière de l'appareil qui permettaient d'ajuster précisément le cap durant les phases de vol dans l'atmosphère. En comparant le Silbervogel avec des véhicules spatiaux développés plus tard, comme la navette américaine, il était clair qu'il avait un avantage. Son rapport portance-traînée atteignait une valeur de 5, alors que sur le modèle nord-américain, il atteignait à peine 4,5. Cette différence reflétait une plus grande efficacité dans le plané prolongé. Après la guerre, les connaissances accumulées sur ce projet suscitèrent l'intérêt de plusieurs puissances. On tenta de recruter les responsables de la conception, parmi eux Eugen Sänger et sa collaboratrice Irene Sänger-Brett. Les documents techniques concernant le Silbervogel furent étudiés en détail tant par les États-Unis que par l'Union soviétique, qui cherchait à tirer parti de l'expérience allemande dans les technologies spatiales avancées. Dans une étape ultérieure, Sänger élabora des théories sur la propulsion photonique comme évolution des concepts initiaux du Silbervogel. Ces idées considéraient l'utilisation d'énergie de réaction basée sur la lumière, capable d'atteindre des vitesses relativistes avec des masses très petites. Bien que ces propositions n'étaient pas directement liées au Silbervogel, elles partageaient l'objectif de créer des systèmes de transport qui dépassaient les limites atmosphériques connues. La phase finale de la conception incluait des estimations sur les effets thermiques du vol, la génération de puissance durant la poussée initiale et la capacité du véhicule à résister au stress des multiples rebonds atmosphériques. En particulier, il fut calculé que la surface externe subirait une pression dynamique extrêmement élevée durant la rentrée. Le Silbervogel ne fut jamais construit, mais les études associées marquèrent un précédent technique qui influencerait le développement ultérieur de missiles, de véhicules orbitaux et de théories de propulsion avancées. Le concept de vol suborbital combiné avec rebond atmosphérique fut repris des décennies plus tard dans des propositions aérospatiales américaines et soviétiques, bien qu'avek des technologies très différentes. Sonnengewehr, le miroir spatial qui visait la Terre. Le régime choisit Hillersleben, une localité entourée de collines et de végétation dense, pour établir son principal site d'essai d'armement. Là, un ensemble de plus de 150 spécialistes en physique et en ingénierie testèrent des dizaines de prototypes, dont plusieurs furent utilisés durant les affrontements. Lorsque les Alliés prirent le contrôle de l'Allemagne en mai 1945, le complexe fut laissé à l'abandon. Dans les installations abandonnées, ils découvrirent de l'armement à différentes phases de préparation. Il y avait des lanceurs de roquettes, des véhicules blindés et adaptés pour tirer à grande distance, des canons de 600 mm et beaucoup d'autres pièces qui étaient sur le point d'être mises en œuvre. Parmi tous les documents trouvés, se distinguait une conception attribuée à Hermann Oberth, qui serait considéré plus tard comme une figure clé dans le développement de la technologie spatiale. Le projet, connu sous le nom de Sonnengewehr ou arme solaire, envisageait une structure située dans l'espace proche de la Terre. Selon les papiers découverts, la station serait assemblée en parties construites en surface et ensuite transportée hors de la planète. La procédure était similaire à celle qui serait utilisée des décennies plus tard pour la Station spatiale internationale. Il y avait même une description de la manière de générer une force gravitationnelle artificielle à partir d'un mouvement de rotation constant. Parmi les propositions d'Oberth, celle qui attira le plus les hauts gradés du régime fut la création d'un réflecteur concave d'un diamètre approximatif de 3000 mètres, capable de rediriger la lumière solaire concentrée vers un point spécifique sur la Terre. C'était une idée qui rappelait vaguement un principe attribué à Archimède, où les rayons étaient utilisés pour calciner des embarcations rivales des siècles auparavant. Les techniciens allemands, se basant sur les calculs d'Oberth, conclurent que l'emplacement idéal du miroir serait à environ 8200 km d'altitude. Le composé choisi pour la surface réfléchissante serait le sodium métallique, un matériau qui reflète efficacement la lumière et qui est commun dans l'environnement naturel. Bien que le sodium réagisse violemment au contact de l'eau, ce détail ne créait pas d'inconvénient, car dans le vide spatial, il n'existe pas d'humidité qui altère ses propriétés. Les différentes sections du miroir seraient mises en orbite au moyen d'une évolution du missile Fin 2. Cette nouvelle version, dénommée V11, fut conçue par Werner von Braun. L'engin aurait la capacité d'envoyer des personnes hors de la planète et en même temps
serait utilisé comme vecteur d'attaque intercontinentale, avec la possibilité d'impacter le sol nord-américain, tout comme le V2 l'avait fait sur le territoire britannique. Le système conçu incluait également des espaces internes prévus pour loger les membres de l'équipage. Certaines parties du projet peuvent paraître naïves d'un point de vue actuel, mais à cette époque, les connaissances sur les conditions spatiales étaient minimales. L'alimentation électrique serait générée au moyen de dispositifs similaires à des dynamos, qui fonctionneraient grâce au rayonnement solaire. Les opérateurs porteraient des chaussures avec des aimants pour marcher sur les surfaces intérieures sans flotter, et l'air respirable serait obtenu grâce à des cultures. Une plantation contrôlée de courges absorberait le dioxyde de carbone libéré par l'équipage et libérerait de l'oxygène de façon continue. Les ordres seraient envoyés depuis la base terrestre au moyen de signaux codés. Une fois reçus, l'équipe en orbite utiliserait un système de contrôle pour orienter le miroir vers un point sur la planète. Il n'y avait pas de risque d'attaque directe contre la structure, car à ce moment-là, aucune force ne disposait de moyens pour la détruire depuis la Terre. Avec l'entrée des forces alliées sur le territoire allemand, tous les préparatifs furent abandonnés. Il est probable que, même s'il avait été construit, la concentration de lumière projetée se serait dispersée en traversant l'atmosphère, réduisant son effet à un simple éclair à l'horizon. Plusieurs experts impliqués dans ce schéma, y compris Aubert et von Braun, furent ensuite emmenés aux États-Unis. Là, ils continuèrent leur développement en propulsion spatiale. Paradoxalement, la même technologie qui avait été utilisée pour raser des villes comme Londres se transforma plus tard en la base du véhicule Saturne V, qui rendit possible l'atterrissage des astronautes du programme Apollo. Ju-390, l'avion qui a frôlé la côte des États-Unis. Le Ju-390 fut une modification de modèles antérieurs, élargie au moyen de sections ajoutées aux ailes et au fuselage. Son premier prototype acheva son vol initial en octobre 1943 avec des résultats positifs. À la suite de ce succès, le ministère de l'Air sollicita la production de 26 unités sous la désignation Ju-390A1. La fabrication n'avança pas, car le programme fut annulé en même temps que celui du Ju-290 vers la mi-1944. Des versions destinées au patrouillage maritime et au bombardement furent également planifiées. Le modèle de surveillance reçut le nom de Ju-390B, tandis que le bombardier fut désigné Ju-390C. Cette dernière version, en théorie, pouvait transporter un petit chasseur Me-328 comme défense embarquée. Il existe des registres d'essais avec le Ju-390 chargeant une bombe guidée anti-navire du type Fritz X. Des deux prototypes construits, le premier reçut le code GH plus UK et fut associé à l'unité FAGR5. Certains témoignages indiquent que le second parvint également à voler. Le pilote d'essai Eiserman documenta un vol en février 1944 à bord de cet appareil, bien que son fuselage n'ait jamais été retrouvé. Des photographies survivantes des deux modèles en vol appuient l'hypothèse selon laquelle les deux furent opérationnels en phase de test. L'une des utilisations les plus commentées fut un supposé vol long courrier vers le Japon. Albert Speer, ministre de l'armement du Troisième Reich, affirma dans un témoignage ultérieur qu'un équipage de Junkers effectua une traversée polaire vers le territoire japonais en 1944. Cette opération, si elle a eu lieu, ne fut pas étayée par de la documentation technique, mais par des mémoires personnelles. Quant à sa conception technique, le Ju-390 fin 1 disposait d'un équipage de 10 personnes. Sa longueur était de 34 mètres, avec une envergure de plus de 55 mètres et près de 7 mètres de hauteur. La surface à l'air totale atteignait 254 mètres carrés. À vide, l'appareil pesait 39 tonnes et demie, et avec une charge totale, il pouvait arriver à dépasser les 75 tonnes. Il était doté de 6 moteurs radio BMW 801D, chacun avec 14 cylindres et une puissance supérieure à 1200 kW. En termes de rendement, ce prototype atteignait une vitesse maximale de 505 km par heure. Il avait un rayon d'action de combat estimé à 9700 km et un plafond d'opération de 6000 mètres. Sa charge à l'air était de 209 kg par mètre carré et le rapport puissance-poids s'établissait à 0,17.
L'armement défensif consistait en 2 mitrailleuses MG 131 de 13 mm sur les flancs, 2 du même type dans la gondole de proue, un canon MG 150 et un 20 de 20 mm dans la queue, et 2 autres canons identiques répartis dans des tourelles dorsales. De plus, l'avion incluait un radar Fuge 200 Owentville pour la navigation et la détection. Le Ju-390 ne dépassa jamais la phase de développement. Malgré les intentions de le convertir en bombardier de long courrier, patrouilleur océanique ou transport stratégique, aucun exemplaire ne fut produit en série. Son histoire resta limitée à des essais expérimentaux, des hypothèses de vols spéciaux et des registres dispersés. Le projet fut finalement classé avec d'autres conceptions qui cherchèrent à élargir la capacité aérienne du Troisième Reich sans atteindre leur mise en œuvre effective. La proposition de l'America Bomber, dont le Ju-390 faisait partie, fut finalement écartée. Il était en concurrence avec des modèles comme le MEU 264 et le TA-400, tous ayant pour objectif d'atteindre l'Amérique du Nord sans escale. Bien que techniquement faisable, la logistique et le contexte bellique empêchèrent de les mener au-delà des tableaux de planification. Le Ju-390, comme ses concurrents, fut réduit à des images, des plans et des témoignages isolés, qui le maintinrent en vie comme l'un des géants qui ne combattirent jamais. Fliegerfaust, le lance-roquette qui a échoué sur le front aérien. Le projet Fliegerfaust, également connu sous le nom de Luftfaust, fut une initiative allemande visant à créer un lanceur de roquettes portable conçu pour abattre des avions ennemis depuis le sol. Il fut développé dans la phase finale du conflit, lorsque la domination aérienne alliée devenait de plus en plus accablante. Il fut conçu par la firme ASAG, située à Leipzig, dans l'année 1944. La conception initiale donna lieu à 2 versions distinctes qui cherchaient à augmenter la portée et la précision de l'arme sans perdre la portabilité. La première variante, appelée Fliegerfaust A, comptait 4 tubes de tir. Chacun lançait un projectile de 20 mm avec un poids de 90 grammes, chargé de 19 grammes d'explosifs. Bien que la conception fût fonctionnelle, elle fut jugée insuffisante face à la vitesse et à l'altitude des avions ennemis. Suite à cela, le Fliegerfaust B, aussi connu sous le nom de Luftfaust, fut développé. Cette version incorporait 5 canons additionnels, atteignant un total de 9. L'arme mesurait 1,5 m et pesait 6,5 kg. Sa mécanique de tir se divisait en 2 temps. D'abord, 4 roquettes étaient lancées, et 1/10 de seconde plus tard, les 5 restantes. Ainsi, on évitait les collisions entre projectiles et on maintenait la stabilité de la trajectoire. De plus, il existait un prototype expérimental baptisé Fliegerfaust C. Ce modèle montait 6 tubes de 30 mm et utilisait des munitions provenant du canon automatique MK-108, habituel sur des appareils comme le MEU 262. Chaque projectile pesait 330 grammes et portait 75 grammes d'explosifs. Cependant, ce prototype ne dépassa jamais la phase d'essai. Concernant son utilisation réelle, le Fliegerfaust démontra des limitations importantes dès le début. Bien que théoriquement ils doivent atteindre des cibles à 500 mètres, la dispersion des roquettes réduisait drastiquement son efficacité. En conséquence, l'arme ne répondit pas aux attentes. Tout de même, en 1945, des commandes massives furent passées. Plus de 10 000 unités lanceuses et près de 4 millions de roquettes furent demandées, mais seule une petite fraction fut achevée. Selon les registres, seulement 80 dispositifs furent utilisés de façon expérimentale par une unité stationnée à Saarbrück. Lorsque les forces américaines prirent Leipzig, elles trouvèrent intactes les installations de HASAG. À l'intérieur y étaient stockés des milliers de Fliegerfaust inutilisés qui furent envoyés aux États-Unis pour analyse. Par la suite, les études réalisées sur ce modèle servirent de base pour les futurs systèmes portables anti-aériens employés par ce pays. Fait 3. Le supercanon enterré dans la colline de Mimoyek. En 1943, Saar Röchling présenta une conception inhabituelle. Il s'agissait d'un canon de 140 mètres, pensé pour attaquer à grande distance sans nécessité de projectiles guidés. L'arme, connue sous le nom de F3, utilisait le principe de charges latérales multiples inclinées qui s'allumèrent de façon séquentielle. L'idée n'était pas nouvelle. Des décennies auparavant,
Lyman et Haskell l'avaient tenté sans succès, car les flammes de la charge de base atteignaient les chambres suivantes avant le passage du projectile. L'ingénieur Conders proposa une solution en 1941, activer chaque charge avec des impulsions électriques, synchronisées avec le mouvement du projectile. Cette même année, un modèle réduit, de 20 mm de calibre, fut construit dans un champ d'essai à Mizdroy, en Pologne. Durant les essais du printemps 1943, l'arme fonctionna comme prévu. Hitler, en apprenant les résultats, décida de faire avancer le projet sans consulter le haut commandement. Il voulait une troisième arme de représailles, après le Quin 1 et le Fé 2. La proposition était de dresser une batterie de 50 canons pointant sur Londres, depuis un endroit proche de Calais. Ainsi naquit l'opération Vise, qui envisageait la construction de 5 tubes montés à l'intérieur d'une colline de craie. Chaque tube serait installé à angle fixe, couvert par une voûte de béton de plus de 5 mètres d'épaisseur. Le projectile, de 140 kg, devait parcourir les 140 mètres du canon, avec l'aide des chambres d'ignition placées tous les 3,5 mètres. Grâce à l'allumage progressif, la vitesse à la sortie du tube dépasserait les 1500 mètres par seconde. On n'utilisait ni rayures ni stabilisateurs internes. Les projectiles étaient à âme lisse, avec des ailettes externes, similaires aux modèles canadiens qui émergeront des décennies plus tard. La construction commença en septembre 1943. Des centaines de travailleurs forcés furent utilisés pour excaver un tunnel profond dans la colline de Mimoyek, située à environ 160 km de Londres. Dès le début, la résistance française informa les Alliés. En novembre de cette même année, les premières attaques aériennes contre la zone commencèrent. Malgré les bombardements continus, la structure résistait. Même les bombes Tallboy, de plus de 5 tonnes, ne causèrent pas de dommages pertinents. Mais le 6 juillet 1944, 3 d'entre elles parvinrent à traverser les accès des puits. Elles pénétrèrent 30 mètres pour atteindre le niveau inférieur. L'explosion tua des dizaines d'ouvriers et paralysa l'avancement des travaux. Le commandement allié ignorait le résultat de cette attaque. C'est pourquoi ils activèrent d'autres plans. L'un d'eux fut le projet Aphrodite. Il consistait à convertir des bombardiers B-17 ou B-24 en missiles radiocommandés. 2 pilotes décolleraient avec l'appareil chargé de 10 tonnes d'explosifs. Une fois en vol, ils se lanceraient en parachute et un autre avion guiderait l'appareil jusqu'à la cible. Cependant, les essais s'avérèrent catastrophiques. Le projet fut annulé en août, après plusieurs accidents, incluant la mort de Joseph P. Kennedy Jr., frère du futur président des États-Unis. Peu après, les troupes britanniques avançaient vers le nord de la France. Fin août, les Allemands abandonnèrent le complexe de Mimoyek sans l'avoir mis en fonctionnement. Aucun des supercanons ne parvint à tirer sur Londres. En décembre, on tenta de réutiliser le concept avec des versions réduites. 2 unités de 45 mètres de longueur furent construites à Anvers et au Luxembourg. L'objectif était de soutenir l'offensive des Ardennes. Mais le rendement fut faible. À peine quelques tirs furent effectués et aucun dommage significatif ne fut enregistré. Le système V3, malgré son approche technique originale, finit par être irréalisable. Les difficultés à le produire à grande échelle, son coût élevé et l'exposition aux attaques aériennes empêchèrent son avancement opérationnel. Le 9 mai 1945, les installations de Mimoyek furent détruites par les troupes britanniques, mettant définitivement fin à la structure. Cette arme, conçue comme une offensive directe contre Londres, fut ensevelie sous les décombres sans avoir été tirée. Bien qu'elle n'ait jamais été utilisée au combat, elle servit de preuve du type de solution extrême que le régime promouvait durant sa phase finale. La pièce la plus étendue fabriquée durant la guerre fut réduite à un projet inerte, reflet d'une stratégie qui a donné la priorité à la spectacularité sur l'application pratique. Die Glocke, l'expérience la plus secrète du Troisième Reich. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la rumeur d'un dispositif dissimulé parmi les projets les plus réservés du Troisième Reich a émergé. Connu sous le nom de Die Glocke, ou la cloche, il a été mentionné pour la première fois par le chercheur polonais Igor Witkowski, se basant sur de prétendues transcriptions secrètes de l'interrogatoire de l'officier SS Jakob Sporenberg. Witkowski assurait qu'en 1997, un contact des services secrets polonais lui avait permis d'accéder de manière limitée à des documents confidentiels liés aux armes expérimentales allemandes.
Il n'avait pu ni faire de copies, ni conserver les originaux, seulement prendre des notes. Des années plus tard, cette histoire a connu une plus grande diffusion après avoir été reprise par le journaliste britannique Nick Cook, qui l'a incluse dans son œuvre sur les technologies avancées du régime nazi. Cook décrivait un objet métallique, à la surface brillante, qui tournait sur son propre axe et auquel on attribuait des effets extraordinaires sur tout ce qui l'entourait. Certains sont allés jusqu'à le lier à des phénomènes d'antigravité ou à une source d'énergie encore inconnue. D'autres l'associaient à des expériences liées à des pratiques occultes et même à de possibles voyages dans le temps. La légende s'est amplifiée en le connectant à Hans Kammler, un haut gradé des SS, qui aurait prétendument négocié la remise du dispositif aux États-Unis en échange d'immunité alors que la guerre était sur le point de se terminer. Selon les récits, l'appareil aurait été construit dans une installation ultra-secrète connue sous le nom de Le Géant, située près de la frontière avec la Tchécoslovaquie. On dit que les tests ont eu lieu aux alentours de la mine Wenceslaus, à l'intérieur d'un complexe souterrain caché dans les montagnes de Silésie. D'après les descriptions recueillies, Die Glocke mesurait entre 3 et 5 mètres de haut et avait un diamètre proche des 3 mètres. Sa structure rappelait clairement une grande cloche, faite d'un métal lourd et complètement recouverte de matériaux isolants. Au fur et à mesure que les rapports s'accumulaient, des détails ont émergé concernant le fonctionnement supposé du dispositif. Il contenait à l'intérieur 2 cylindres rotatifs qui étaient remplis d'un liquide de couleur violette semblable au mercure, auquel on a donné le nom de code Xerom 525. Ce fluide était stocké dans des récipients encapsulés dans du plomb et hautement isolés. Pendant les essais, des substances telles que des peroxydes de thorium et de beryllium ont également été utilisées, des matériaux qui augmentaient la dangerosité de l'expérience. L'effet de l'artefact sur les organismes vivants a été décrit comme létal. Les tissus se cristallisaient, le sang se séparait et les plantes se décomposaient jusqu'à se transformer en une substance visqueuse. Pendant les essais initiaux, de nouvelles restrictions opérationnelles ont été mises en œuvre sur le périmètre de la zone de test. Les activations du dispositif exigeaient un rayon d'isolement supérieur à 200 mètres, en raison des effets physiques et chimiques détectés lors de chaque séquence expérimentale. Le contrôle sur l'accès était si rigoureux que même beaucoup de membres des propres unités techniques du régime ignoraient que le projet était en cours. L'un des éléments qui a renforcé la légende fut la présence d'une structure en ruine connue sous le nom de Le Henge, située à une courte distance de la mine. Il s'agit d'un anneau de béton avec des colonnes verticales dont la fonction n'a jamais été complètement clarifiée. Certains chercheurs spéculent que cela aurait pu être une plateforme d'essai pour Die Glocke, tandis que d'autres l'interprètent comme faisant partie d'une tour de refroidissement industriel, sans rapport avec des technologies avancées. À mesure que plus d'auteurs menèrent des recherches, de nouvelles théories commençaient à émerger. Joseph P. Farrell proposa dans ses livres que Die Glocke faisait partie d'un programme de recherche sur la propulsion exotique, l'énergie libre et la manipulation de l'espace-temps. Henry Stevens, de son côté, identifia le fluide violet comme étant un composé d'iodure de mercure, ou même du mercure rouge, en raison de ses propriétés inhabituelles. D'autres suggérèrent que l'artefact fonctionnait comme une sorte de lentille temporelle, capable de projeter des images du passé à travers un miroir concave installé sur sa partie supérieure. Ce récit fut attribué au scientifique Otto Cerny, qui aurait partagé cette information dans la décennie des années 60. Avec l'effondrement du Troisième Reich, le destin final de Die Glocke devint un mystère. Witkowski insinua qu'elle aurait pu être transférée en Amérique du Sud, dans l'une des enclaves pro-nazis qui opéraient dans la région pendant l'après-guerre. Cook, en revanche, soutint qu'elle fut remise aux Américains dans le cadre des accords secrets promus par Kammler. Une autre hypothèse plus audacieuse soutient que Die Glocke serait liée à l'incident OVNI de Kecksburg en 1965, au cours duquel un objet métallique en forme de cloche avec des inscriptions inconnues aurait été récupéré. Cette théorie fut reproduite ultérieurement par des programmes de télévision centrés sur les conspirations et la technologie occulte. Il existe également la possibilité que le dispositif ne soit jamais sorti du complexe souterrain de Der Riese, restant caché parmi des tunnels effondrés ou ensevelis sous des décombres. Bien que certains témoignages de soldats et de techniciens des SS suggèrent que certains éléments du projet aient survécu,
il n'y a pas de preuves physiques concluantes qui soutiennent son existence. Des documents officiels vérifiables confirmant l'authenticité des transcriptions originales mentionnées par Witkowski n'ont pas non plus été trouvés. Malgré les doutes, Die Glocke continue d'attirer l'intérêt des chercheurs et des passionnés des théories alternatives. Pour certains, elle représente un symbole des limites que pouvait atteindre l'ambition technologique du régime nazi. Pour d'autres, ce n'est qu'un mythe né du chaos et du secret qui a entouré les dernières années du conflit. Au fil des décennies, son histoire a été adaptée, réinterprétée et mélangée à des éléments de science-fiction, ce qui complique encore davantage la séparation entre la spéculation et la réalité. Les ruines de Der Riese sont toujours debout, visitées par des curieux, des historiens et des conspirationnistes. Là-bas, parmi les tunnels creusés dans la roche, les structures de béton abandonnées et les vestiges corrodés par le temps, certains croient que gît encore caché le secret le plus extraordinaire de l'Allemagne nazie. Tant qu'aucune preuve tangible ne sera trouvée, Die Glocke continuera de flotter entre mythe et réalité, comme un avertissement de ce qui se produit lorsque la science et le pouvoir se croisent sans limite. E100, le char colossal qui n'entra jamais au combat. Vers 1942, l'Allemagne lança une initiative ambitieuse, la série de véhicules E, conçus pour remplacer des modèles antérieurs comme le Panzer III, le Panzer IV et les plus lourds Panther et Tiger. L'objectif était d'unifier les composants entre différents blindés pour faciliter la production et l'entretien en pleine guerre d'usure. Au sein de cette famille émergea le plus colossal de tous, le E100, un char expérimental qui atteignit les 140 tonnes. Bien qu'il s'agisse d'un projet purement technique, sa conception intégrait les leçons de combat accumulées par les unités sur le front et cherchait à incorporer des améliorations technologiques face aux limitations déjà observées sur d'autres modèles. Son développement fut confié à la firme Adler, qui proposa un design initial avec un poids estimé à 100 tonnes. Cependant, l'incorporation d'une tourelle de 50 tonnes conçue par Krupp, la même que celle prévue pour le Maus, et l'allongement du châssis pour l'accueillir, élevèrent le poids total du véhicule jusqu'à 140 tonnes. À la différence du Maus, qui avait un design plus expérimental, le E100 conservait une configuration conventionnelle avec le moteur installé à l'arrière. Son blindage latéral, tout comme les chenilles, pouvait être démonté pour faciliter son transport par train, un détail essentiel étant donné son envergure. Les essais furent réalisés avec le moteur Maybach HL 230, le même que celui du Tiger II. Bien qu'il développât 700 chevaux vapeur, ce moteur se révéla insuffisant pour déplacer une telle structure avec agilité. Des vitesses de seulement 20 km/h furent atteintes en terrain plat. Comme alternative, Maybach travaillait sur un nouveau modèle suralimenté, le HL 232, qui promettait 1200 chevaux vapeur, avec une consommation estimée à 10 litres par kilomètre et une autonomie théorique de 120 km, grâce à son réservoir de 1200 litres. Avec cette configuration plus puissante, une vitesse maximale de 40 km/h sur route était espérée. L'armement prévu incluait des options lourdes, un canon de 150 ou même 170 mm. Néanmoins, la tourelle disponible se révéla trop réduite pour accueillir le canon le plus grand. Dans le cas où l'on aurait opté pour cette pièce, le design aurait dû se passer de la tourelle et s'adapter à une structure fixe de type casemate. Un espace pour plusieurs mitrailleuses était également prévu, élargissant ainsi sa capacité défensive en combat rapproché. Le modèle n'a été construit que partiellement, sans tourelle ni armement monté. En mai 1945, alors que le conflit touchait à sa fin, le châssis fut envoyé au Royaume-Uni pour être examiné. Durant les essais, des obstacles techniques découlant de sa taille disproportionnée furent identifiés. Le Tiger II avait déjà mis en évidence la limite acceptable pour les véhicules de ce type et le E100 dépassait de loin ces chiffres. La pression qu'il exerçait sur le sol atteignait 1,43 kg par centimètre carré, ce qui le rendait peu adapté aux zones instables ou sans fermeté. La suspension utilisée, de type Belleville Washer, tentait de distribuer ce poids extrême. Ses dimensions étaient exceptionnelles, 8,7 mètres de long, 4,48 de large et 3,32 de haut. Dans des conditions normales, il aurait requis un équipage de 6 personnes.
Hitler, qui avait initialement encouragé les chars super lourds comme symbole de pouvoir technique et psychologique, finit par ordonner, dans la phase finale du conflit, l'annulation de tous les projets similaires en raison de la pénurie de ressources. Cette décision paralysa complètement l'avancement du E-100, qui fut laissé aux mains d'à peine 3 opérateurs lors de ses derniers jours de montage. Avec l'effondrement du Troisième Reich, le modèle ne fut jamais mis en production, ni employé au combat. Sa fin fut celle d'une expérience interrompue à mi-chemin, incapable de démontrer si, au-delà de l'impact visuel, il aurait été utile sur le champ de bataille. Le Panzerkampfwagen E-100 n'atteignit pas le point de tirer un seul projectile. Cependant, son design est encore analysé aujourd'hui comme la tentative ultime du régime nazi pour créer un char qui dépasserait toutes les limites connues. Malgré sa courte histoire, il représente un exemple des extrêmes atteints par l'industrie de guerre allemande dans son obsession de créer des machines gigantesques, même lorsque leur utilité pratique était déjà douteuse. Comme d'autres projets de cette même époque, son existence finit par être plus symbolique qu'opérationnelle. Page 1000 rate, le blindé naval annulé avant de rouler. Tandis que les études sur les blindés lourds progressaient, un projet de plus grande dimension connu sous le nom de Landkreuzer P-1000 Rat fut présenté en juin 1942. La proposition, initiée par l'entreprise Krupp, envisageait un véhicule blindé aux caractéristiques jamais explorées auparavant dans le domaine terrestre. Avec un poids estimé à 1000 tonnes, la conception proposait une plateforme d'artillerie dotée d'une capacité offensive massive et d'un équipage comparable à un effectif naval. Selon les plans, sa longueur aurait dépassé les 39 mètres, avec une largeur de presque 14 et une hauteur avoisinant les 11. Le nombre minimum de personnes à bord aurait été de 40. Le blindage prévu pour ce colosse variait entre 150 et 360 mm, avec une disposition qui imitait la résistance structurelle d'un navire de guerre. Quant à son armement principal, il était envisagé d'installer 2 canons navals de gros calibre, les mêmes que ceux montés sur les croiseurs lourds. À cela s'ajouteraient 2 autres tourelles similaires à celles du char Maus, équipées de canons de 128 mm et de pièces coaxiales de 75. L'ensemble était complété par un armement secondaire, des canons anti-aériens montés par groupe de 4, et un armement plus léger pour protéger les côtés. Pour déplacer une telle structure, 2 systèmes de propulsion possibles furent évalués. L'une des options était d'utiliser 2 moteurs conçus à l'origine pour des sous-marins avec une puissance totale pouvant atteindre 17 000 chevaux vapeur. L'autre option était encore plus ambitieuse. Combiner 8 moteurs provenant d'embarcations rapides, ce qui générerait une puissance totale d'environ 16 000 chevaux vapeur. Avec cette capacité, on estimait que le véhicule pourrait atteindre une vitesse de 40 km/h dans les meilleures conditions. Cependant, tout resta sur papier. Aucun essai réel ne fut réalisé, ni aucun système complet en fonctionnement ne fut construit. La mobilité dépendait de 6 chenilles, 3 par chaque côté, avec une largeur individuelle de 3,5 mètres. Cette disposition cherchait à répartir le poids pour éviter l'enfoncement sur des surfaces molles. Néanmoins, le poids total rendait son passage sur des chemins standards irréalisables. La pression au sol dépassait largement la tolérance de toute voie non renforcée. De plus, le franchissement de ponts conventionnels était exclu et son transport aurait nécessité des infrastructures spécifiques. L'autonomie était également incertaine, car la consommation de carburant de cette plateforme dépassait de loin les paramètres normaux pour des véhicules de combat. Une garde au sol de 2 mètres 10 cm fut envisagée, permettant le franchissement de plans d'eau peu profonds. L'installation d'une prise d'air fut aussi planifiée pour maintenir le moteur opérationnel en conditions de guet partiel. Cette configuration renforçait l'idée d'un véhicule aux capacités statiques prolongées. À l'intérieur, il était prévu d'inclure des motocyclettes BMW R12 destinées à des tâches d'exploration, particulièrement utiles une fois que le véhicule aurait atteint sa position finale au combat. Le volume total le rendait visible depuis des distances considérables, ce qui l'exposait à des attaques aériennes. Malgré la présence d'armements anti-aériens, sa taille aurait rendu la défense difficile face à des bombardements de haute altitude. La relation entre le profil et sa vitesse potentielle soulevait des doutes quant à sa viabilité comme arme de manœuvre. L'idée de le déployer dans des zones ouvertes exigeait un système logistique complexe,
en plus de routes spécifiques et de personnel qualifié pour des tâches de maintenance préventive. Le programme fut annulé en 1943 par décision du ministre Albert Speer. Les difficultés de production, la dépense en matériaux et la complexité technique ont rendu la poursuite du développement irréalisable. Les installations existantes ne pouvaient pas s'adapter aux exigences d'assemblage ni aux méthodes de transport. Bien que certains éléments aient été envisagés dans des modèles théoriques, la construction de prototypes physiques ou de sections fonctionnelles n'a pas été documentée. Le projet n'a pas progressé au-delà des plans et des simulations. L'utilisation de moteurs maritimes dans un véhicule de ces caractéristiques reflétait une tendance croissante dans l'industrie de l'armement de l'époque, transférer des solutions d'autres domaines sans validation pratique. Alors que certaines nations cherchaient à optimiser la production de véhicules moyens et polyvalents, cette proposition misait sur une échelle sans précédent, avec une approche centrée sur le déploiement de puissance à grande échelle. Les limitations opérationnelles, la consommation énergétique et les exigences logistiques le plaçaient en dehors des marges fonctionnelles d'un environnement de guerre réaliste. La dénomination RAT, qui signifie RAT, contrastait avec sa taille réelle. Bien qu'il ne se soit jamais concrétisé en tant que machine fonctionnelle, son existence dans les documents officiels en a fait un exemple extrême des études allemandes de l'époque. Sa mention persiste dans les analyses techniques, la littérature militaire et les représentations fictives. En termes de viabilité tactique, il n'existait pas d'environnement où il aurait pu opérer efficacement sans être exposé. Le temps nécessaire pour préparer son déploiement et l'effort technique impliqué en firent une idée aussi démesurée qu'irréalisable. Les registres disponibles indiquent que son développement coexistait avec d'autres projets ambitieux de blindage. Cependant, son ampleur, sa consommation et ses exigences dépassèrent les capacités du système logistique allemand vers la fin de la guerre. Les priorités finirent par se concentrer sur des modèles plus réalistes, compte tenu des limitations industrielles. Ainsi, le Landkreuzer P-1000 RAT est resté l'une des propositions les plus représentatives de l'extrémisme technologique dans l'armement terrestre du XXe siècle. Projet Uranium, la course nucléaire perdue du Troisième Reich. En décembre 1938, deux chimistes allemands découvrirent que l'uranium, en étant bombardé par des neutrons, produisait du barium. Cette réaction fut comprise par Lise Meitner et son neveu Otto Frisch, qui reconnurent le processus comme étant la fission nucléaire. Frisch le vérifia par lui-même quelques semaines plus tard. En Allemagne, la nouvelle circula rapidement parmi les universitaires et les militaires, qui commencèrent à envisager son possible usage comme source d'énergie et outil de guerre. C'est alors que se forma un groupe de scientifiques autour de l'idée, appelée plus tard l'Uranverein ou Club de l'uranium. À peine quelques mois plus tard, en avril 1939, le physicien Paul Artek et son assistant Wilhelm Groth avertirent le ministère de la guerre de l'énorme potentiel militaire que pouvaient avoir ces réactions nucléaires. Au même moment, d'autres universitaires comme Georg Joos et Wilhelm Hahnle envoyèrent des rapports similaires au ministère de l'Éducation du Reich. Peu après, une petite équipe informelle formée par Joos, Hahnle, Mann-Pfopf et quelques autres commença à travailler dans la ville de Göttingen. Bien que tous fussent très enthousiastes, leurs recherches furent interrompues lorsqu'ils furent mobilisés avec le début de la guerre en Europe. Ce fut la première tentative, bien qu'encore limitée, d'explorer l'utilisation de l'énergie nucléaire au sein du Troisième Reich. Officiellement, ce groupe était connu sous un nom technique long et complexe en allemand, mais il finit par être éclipsé par la version plus structurée qui viendrait après. Ce nouvel effort fut appelé simplement le projet Uranium. Sous le contrôle direct de l'armée allemande, cette initiative s'étendit sur 6 ans avec pour objectif d'appliquer ses connaissances pour construire une arme atomique. Bien qu'elle partageât essentiellement la même motivation que le projet Manhattan développé par les États-Unis, son évolution fut très différente. À la différence de l'approche centralisée des Alliés, l'effort allemand fut réparti entre différentes équipes, certaines à des fins strictement militaires, et d'autres orientées vers des usages énergétiques. Ces branches fonctionnaient sous la supervision de la Reichspost, le système postal qui, dans le régime nazi, possédait aussi des attributions technologiques et scientifiques. Le projet, bien que financé par l'État, ne fut jamais traité comme une priorité absolue.
L'un des principaux obstacles techniques fut la difficulté à obtenir des matériaux critiques, comme l'eau lourde, essentielle pour les réacteurs. Cette substance était produite principalement en Norvège, dans une usine qui fut la cible constante d'opérations alliées. Les installations furent sabotées plusieurs fois, et, dans l'un des épisodes les plus connus, des commandos alliés interceptèrent le dernier chargement disponible, empêchant son utilisation par les Allemands. Pendant ce temps, l'équipe dirigée par Werner Heisenberg et d'autres tentait de concevoir un réacteur fonctionnel à différents endroits du pays. L'un des plus connus fut celui de Haigerloch, une structure souterraine où fut assemblée une pile nucléaire expérimentale faite avec de l'uranium sous forme de cubes métalliques. Malgré l'effort investi, cette structure ne parvint jamais à produire une réaction en chaîne autosoutenue. En parallèle, d'autres physiciens comme Kurt Dibner et Walter Gerlach travaillaient séparément sur des lignes similaires. Le manque de coordination, les rivalités personnelles et les différences méthodologiques affaiblirent les avancées. À mesure que la guerre progressait et que les ressources se raréfiaient, le développement de l'Uran Project perdit de sa vigueur. Les priorités du haut commandement nazi se concentraient sur d'autres armes qui offraient des résultats plus immédiats, comme les missiles V2 ou les chars lourds. Bien qu'Albert Speer et Hermann Göring aient été des promoteurs du projet à certains moments, la manque de résultats tangibles rendit leur soutien intermittent. La fission nucléaire était complexe, chère et tardive pour un régime qui commençait à perdre le contrôle du conflit. Quand Berlin tomba, en mai 1945, les Alliés connaissaient déjà l'existence du dénommé Projet Uranium. À ce moment-là, ils avaient déjà mis en marche l'opération Alsos, une mission créée pour collecter des informations et des matériaux liés au programme nucléaire allemand. Durant cette phase finale, plusieurs scientifiques de renom comme Otto Hahn, Werner Heisenberg, Walter Gerlach et d'autres furent capturés et transférés en Angleterre. Ils furent logés dans une résidence connue sous le nom de Farm Hall, où leurs conversations étaient enregistrées en secret afin de découvrir ce qu'ils savaient réellement sur la fabrication d'armes nucléaires. Les Américains, pour leur part, confisquèrent de grandes quantités d'uranium enrichi et d'autres matériaux essentiels. Pendant ce temps, les Soviétiques agissaient également. Le service secret de Staline organisa des commandos spéciaux avec des ordres directs de Lavrenti Beria, dans le but de sécuriser tout vestige utile du projet et de capturer les experts allemands. Le général Andrei Krouliov fut celui qui supervisa cette opération, laquelle leur permit d'obtenir plusieurs centaines de kilos d'uranium métallique, des tonnes d'oxyde et plusieurs litres d'eau lourde. De plus, ils réussirent à emmener des techniciens très précieux comme Manfred von Ardenne, Peter Thyssen et Ludwig Bevilogua, qui furent transférés en Union soviétique avec toutes leurs connaissances scientifiques. Malgré ces efforts tardifs, le bilan fut clair. Le Troisième Reich ne parvint pas à développer ne serait-ce qu'une seule bombe nucléaire fonctionnelle. La somme de l'improvisation, de la pénurie, des sabotages alliés et des décisions erratiques transforma le projet Uranium en une promesse qui ne fut jamais tenue. Pendant ce temps, les États-Unis avancèrent en parallèle avec une direction claire et des ressources illimitées, culminant dans la création de 2 bombes réelles qui marquèrent la fin du conflit. L'Uran-Verin resta un épisode inachevé de ce qui aurait pu être, mais ne fut pas. Torpille T5, le projectile guidé par le son. Alors que la guerre dans l'Atlantique devenait plus intense, les deux camps cherchaient un moyen d'obtenir un avantage dans le combat sous-marin qui se déroulait presque dans l'obscurité totale. En 1943, l'Allemagne a surpris en déployant sa première torpille capable de se guider par le son. Le premier modèle expérimental a été testé sur plusieurs sous-marins, bien que sa phase d'essai ait été brève et qu'il n'ait pas atteint la production de masse. Cependant, il a ouvert la porte au développement d'une version améliorée, connue par les équipages sous le nom de Zaunkönig. Cette nouvelle torpille possédait une capacité révolutionnaire. Elle détectait le bruit des moteurs et des hélices des navires ennemis et se dirigeait automatiquement vers la source du son jusqu'à l'impact. Pour la première fois, le projectile n'avait pas besoin d'être guidé manuellement. Il était capable d'identifier sa cible et de la poursuivre par lui-même, changeant complètement la logique du combat sous la mer. La première grande offensive avec cette nouvelle torpille allemande a eu lieu en septembre 1943 contre des convois alliés dans l'Atlantique Nord. Sa portée avoisinait les 300 mètres, plus que suffisant pour toucher les navires d'escorte ou les navires marchands avant qu'ils ne puissent réagir.
L'effet fut immédiat. Les sous-marins du Troisième Reich ne tiraient plus à l'aveuglette, mais lançaient un projectile capable de poursuivre la cible et d'ajuster sa trajectoire en fonction du son qu'ils captaient sous l'eau. À ce moment-là, la campagne sous-marine allemande subissait des pertes de plus en plus graves, en partie à cause des avancées du radar, de l'utilisation de porte-avions d'escorte, d'armes anti-sous-marines comme les mortiers Hedgehog et d'une coordination aérienne croissante depuis le golfe de Gascogne. Cependant, ce nouveau type de torpille leur a rendu l'avantage pendant un bref moment, obligeant les Alliés à reconsidérer leur tactique de protection navale. Dans le même temps, les États-Unis progressaient également avec leur propre technologie de guidage. Au début de cette même année, ils ont introduit une torpille conçue pour être lancée depuis des avions, surnommée populairement la mine aérienne, bien qu'elle soit en réalité beaucoup plus sophistiquée. Sa mission était de chasser les sous-marins ennemis détectés par des capteurs acoustiques lancés à la mer. En mai, un hydravion de type Catalina a réussi à couler un des sous-marins allemands en utilisant ce système, bien que les rapports divergent sur lequel il s'agissait exactement. Plus tard, en juin 1944, un porte-avions d'escorte nord-américain a localisé un sous-marin japonais qui transportait des matériaux stratégiques vers l'Europe. Le navire a été traqué par 2 avions torpilleurs et touché par 2 de ses mines acoustiques, ce qui a provoqué son naufrage. L'impact fut si précis que le son fut enregistré et fait aujourd'hui partie des archives historiques des États-Unis. Le fonctionnement interne de ces torpilles combinait précision mécanique et interprétation acoustique. Elles incorporaient un réseau de capteurs qui évaluaient l'environnement en fonction des différences de phase, générant des faisceaux directionnels sensibles au bruit. Dans les modèles plus modernes, les schémas pouvaient être ajustés numériquement, mais les initiaux suffisaient déjà pour détecter les moteurs, la cavitation ou les réflexions acoustiques de la cible. Dans son mode passif, la torpille captait l'environnement sans émettre de signal. Une fois qu'une cible potentielle était détectée, elle passait au sonar actif et commençait la poursuite. Si la cible utilisait des contre-mesures, le système devait faire la distinction entre les faux signaux et le signal réel, en se guidant par la cohérence et la force du son. Avant de lancer l'arme, la plateforme de tir définissait des paramètres de recherche. Ceux-ci incluaient la profondeur estimée de la cible et la zone où elle pourrait être détectée. Ainsi, la torpille partait déjà avec une orientation initiale avant d'activer sa détection indépendante. Cette coordination entre le système de lancement et le guidage autonome a conduit à comparer ces dispositifs aux missiles modernes de type tir et oubli. L'apparition de cette menace a obligé les Alliés à développer des solutions urgentes. L'une des plus utilisées fut le générateur de bruit Foxer, un leurre remorqué qui émettait des sons plus forts que les hélices elles-mêmes. En suivant ce bruit, la torpille tournait en cercle jusqu'à épuiser son carburant. Cette stratégie a eu un tel succès que, sur les plus de 700 torpilles allemandes lancées, seulement 77 ont réussi à toucher leur cible. Cependant, l'utilisation du Foxer avait un coût. Elle bloquait les propres capteurs anti-sous-marins du navire, ce qui laissait d'autres sous-marins non détectés. Une autre tactique alliée fut la manœuvre connue sous le nom de « step aside », écartement. En identifiant une attaque imminente, le navire effectuait un virage brusque hors de la portée acoustique de la torpille, réussissant à l'éviter et, dans de nombreux cas, à contre-attaquer le sous-marin responsable. Ces solutions combinées inversèrent à nouveau l'avantage technologique et les sous-marins allemands se retrouvèrent à nouveau en désavantage opérationnel vers la fin de 1944. Sur le front soviétique, les restes du U-250, coulés en eau peu profonde, permirent de récupérer des torpilles allemandes intactes. Cette découverte, ainsi que la capture du U-505 par les États-Unis, offrirent aux puissances alliées la possibilité d'examiner en profondeur la technologie ennemie. Bien que l'Union soviétique ait promis de partager les détails techniques avec la marine britannique, la collaboration fut annulée lorsque les officiers arrivèrent à Kronstadt. Ils ne furent pas autorisés à voir l'armement et revinrent sans données utiles. Après la guerre, de nombreuses marines dans le monde commencèrent à incorporer des systèmes similaires. Dès la décennie de 1960, la marine des États-Unis développa un leurre connu sous le nom de Nixie. Il s'agissait d'un dispositif remorqué par les navires, qui émettait des signaux acoustiques conçus pour confondre les torpilles guidées par le son. Au lieu de se diriger vers le navire réel, le projectile finissait par suivre ce bruit artificiel. Avec le temps,
Le système s'améliora et des versions plus avancées virent le jour, comme une qui est toujours utilisée actuellement. Cependant, la logique reste la même. Faire en sorte que la torpille dévie en poursuivant quelque chose qui sonne plus fort que la cible réelle. Le concept acoustique reste en vigueur dans les torpilles modernes, bien qu'avec des améliorations substantielles. La capacité de distinguer entre différents types de signaux, même dans des environnements bruyants, permet aux nouveaux dispositifs de fonctionner avec une plus grande précision. Malgré tout, la base reste la même que celle introduite par le T-5, un projectile sous-marin qui écoute, décide et attaque sans nécessiter plus de guidage. Ce type d'arme a représenté un tournant dans l'histoire du combat naval. Bien que les premières versions n'aient pas été entièrement efficaces en raison des contre-mesures ennemies, elles ont obligé les Alliés à changer leur tactique en plein conflit. Rien que par leur existence, elles ont complètement altéré la relation entre chasseurs et proies sous la mer et ont laissé une leçon très claire. Dans la guerre sous-marine, le son pouvait devenir aussi mortel que n'importe quel explosif. Me-262, le chasseur à réaction arrivé trop tard à la guerre. Durant les dernières années du conflit, l'Allemagne chercha désespérément à développer un avion capable de freiner la domination aérienne des Alliés. Le résultat fut un appareil complètement différent de tout ce qui avait été vu jusqu'alors. En 1944, le Me-262 apparut comme le premier chasseur à réaction du monde à entrer en combat, et il le fit sous le nom de code de Schwalbe ou Hirondelle. Cet avion n'était pas seulement une amélioration technologique, sa vitesse dépassait largement celle de n'importe quel aéronef allié. Alors que les chasseurs britanniques et américains frôlaient à peine les 700 km/h, le Me-262 traversait le ciel à 900, ce qui le rendait pratiquement inatteignable lors des affrontements directs. Il n'avait pas besoin de s'échapper, car aucun adversaire ne pouvait le suivre. Poussé par deux moteurs à réaction jumeaux 004B, il pouvait décoller et atteindre sa vitesse de croisière en moins de temps qu'il n'en fallait aux bombardiers ennemis pour organiser leur formation. Il avait une conception aérodynamique très avancée, avec des ailes en flèche, un train d'atterrissage rétractable et un cockpit spécialement conçu pour augmenter la visibilité. Son fuselage mince et allongé non seulement le rendait élégant, mais aussi extrêmement fonctionnel. En termes d'armement, il ne passait pas non plus inaperçu. Il était équipé de 4 canons automatiques MK-108 de 30 mm placés à l'avant. Cette puissance de feu était suffisante pour abattre un bombardier lourd avec seulement quelques rafales. Certains modèles sont même allés jusqu'à intégrer des roquettes RRR-4M, capables de frapper des formations complètes d'avions à distance de sécurité. Pour la première fois, l'Allemagne tenait entre ses mains une arme aérienne non seulement révolutionnaire en théorie, mais aussi mortelle en pratique. Les rapports de combat ont confirmé sa supériorité. Les unités qui parvenaient à décoller et à entrer en action enregistraient un nombre élevé d'avions abattus sans subir pratiquement aucune perte. Lors des affrontements directs, les pilotes alliés reconnaissaient qu'ils ne pouvaient égaler sa vitesse, sa maniabilité ni sa capacité offensive. Pendant sa courte période opérationnelle, le Me-262 a réussi à abattre plus de 500 avions ennemis. Aucun autre modèle allemand de cette période n'a atteint un tel rendement avec si peu d'unités déployées. Malgré cela, le nouvel avion n'allait pas changer le cours du conflit. Son développement avait commencé des années auparavant, mais ce n'est qu'en 1944 que son utilisation au combat fut autorisée. À ce moment-là, les conditions étaient très différentes. La Luftwaffe était en retraite, manquant de pilotes entraînés et avec des bases aériennes constamment sous la menace des bombardements. Le carburant était limité et les ateliers ne pouvaient maintenir une production constante en raison des attaques alliées. La décision même de Hitler a affecté négativement le déploiement de l'avion. Pendant un certain temps, il a insisté pour qu'il soit adapté comme avion d'attaque au sol au lieu d'être utilisé uniquement comme chasseur, ce qui a encore retardé son entrée en service. Au moment où son utilisation comme intercepteur pur fut autorisée, il était déjà trop tard. Les usines étaient attaquées, les ressources étaient rares et les pilotes expérimentés manquaient. Beaucoup de ceux qui ont piloté le Me-262 le faisaient sans avoir reçu une formation suffisante pour manœuvrer un avion de ces caractéristiques. Au total, environ 1400 unités ont été construites, mais seule une fraction est réellement entrée en opération de combat.
Les attaques constantes sur les aérodromes, le manque de pièces de rechange et l'état critique de l'industrie allemande ont fait que de nombreux jets n'ont jamais pu décoller. Ceux qui le faisaient ne trouvaient souvent pas les conditions adéquates pour atterrir et finissaient endommagés ou détruits lors de manœuvres forcées. Le Me 262 fut, sans aucun doute, une merveille technique en avance sur son temps. Il représentait l'avenir de l'aviation de combat et démontra en quelques mois ce qui aurait été possible s'il avait été développé des années plus tôt. Sa capacité à surpasser n'importe quel chasseur allié, son armement dévastateur et sa conception révolutionnaire en firent une menace réelle sur le papier et dans les airs. Mais la guerre ne se gagne pas avec des prototypes, et en 1945, il était déjà évident que l'avantage allié en nombre, en logistique et en contrôle du ciel ne pouvait être inversé avec une seule innovation. Bien que le Schwalbe II fût une preuve vivante de l'ingéniosité technologique allemande, il symbolisa également l'effondrement d'une machine de guerre qui ne pouvait plus soutenir ses propres avancées. Le jet invulnérable aux chasseurs ennemis était arrivé, mais il le fit trop tard pour changer l'histoire. Le sous-marin amphibie Setefeld, le éléphant qui ne prendrait jamais la mer. Au milieu de 1944, alors que la guerre tournait définitivement en défaveur du Troisième Reich, la Kriegsmarine décida de miser sur des solutions techniques inhabituelles. Un de ses paris fut le développement du Setefeld, un sous-marin nain conçu pour opérer avec des capacités amphibies, capable de se déplacer sur Terre et de plonger sans assistance externe. Le concept émergea au centre d'essai de torpilles d'Eckernförde, où une équipe dirigée par Alois Ledige mit à peine 4 mois pour transformer un plan en un prototype opérationnel. La particularité la plus notable du Setefeld était sa double nature. Non seulement il devait naviguer sous l'eau comme tout submersible, mais aussi se déplacer sur Terre grâce à ses chenilles installées des deux côtés de la coque. Cette caractéristique lui permettait d'être déployé à partir d'une remorque blindée standard de 35 tonnes sans dépendre de grues, de navires de charge ou d'infrastructures portuaires. Une telle mobilité offrait aux unités de combat une grande flexibilité pour sélectionner des points de lancement dans des zones éloignées ou difficiles d'accès. Il était également considéré comme utile pour les missions où la discrétion opérationnelle était essentielle, car le véhicule pouvait se déplacer par voie terrestre jusqu'à une côte isolée, entrer dans l'eau et continuer sous la mer sans intervention visible. Avec une longueur de 13 mètres et demi et à peine 2 mètres de large, le Setefeld déplaçait 20 tonnes en conditions opérationnelles. Sa construction fut optimisée pour obtenir de la maniabilité et de la stabilité en immersion. Les tests, menés par le commandement d'essai 456 des unités de combat légères, révélèrent que le submersible atteignait une profondeur opérationnelle de 21 mètres, restant légèrement en dessous de la limite de 25 mètres prévue dans sa conception. Malgré cela, les manœuvres de descente et de remontée se réalisaient avec une douceur notable, assistées par un gouvernail de profondeur à réponse rapide et un système de contrôle de type manche, similaire à celui d'un avion. Parmi ces avancées techniques, on notait un brise-lames en plexiglas qui améliorait la visibilité du pilote pendant le déplacement en surface. Il comprenait également un compas magnétique monté sur le mât du Schnorchel, qui pouvait être lu indirectement à travers des miroirs disposés dans le centre de commande. Cette disposition empêchait l'opérateur d'avoir à exposer sa position ou d'abandonner le contrôle pour vérifier la navigation. Concernant l'armement, le Setefeld fut conçu pour utiliser 2 torpilles G7 de calibre 53 cm. Contrairement à d'autres sous-marins nains, cette conception pouvait lancer les torpilles à pleine distance grâce à un système de cellules de sous-propulsion qui compensait leur impulsion initiale, permettant d'atteindre des portées comprises entre 1 et 12 km, selon le type de torpille utilisée. Alternativement, le sous-marin pouvait porter 4 mines marines distribuées le long de son fuselage. Comme moyen de défense à courte portée, il était équipé d'une mitrailleuse ou d'un lance-flammes, conçu pour des situations de combat en surface ou pendant le déplacement terrestre. Cependant, le projet fut confronté à des limitations critiques dès ses étapes initiales. Le moteur prévu, un diesel de 200 chevaux combiné à un propulseur électrique de 100, ne s'est jamais matérialisé. À la place, le prototype fut équipé d'un moteur diesel d'à peine 80 chevaux et d'un électrique de 24, une combinaison clairement insuffisante pour les exigences de la conception.
Ce déficit de puissance compromettait à la fois la vitesse en immersion et l'efficacité des déplacements terrestres. Lors des tests réels, le Sitefell atteignit un maximum de 8 nœuds sous l'eau et de 10 en surface. Un autre point faible était ses chenilles. Étant trop étroites, elles augmentaient la pression sur le terrain et faisaient que le sous-marin s'enfonçait facilement dans les zones sableuses ou boueuses au bord de la mer. Cette situation pouvait ralentir sévèrement l'avancement ou même générer un risque d'échouage. On envisagea de redessiner le système de traction avec des chenilles plus larges, mais les tests n'ont pas permis de les mettre en œuvre avant la fin du conflit. De plus, le poids du véhicule, qui lui valut le surnom d'« éléphant » parmi ses opérateurs, rendait difficile toute tentative de l'alléger sans compromettre sa structure. La fabrication en série devait être effectuée à l'usine Borgward, située à Brême, où 3 unités furent commencées et au moins 20 autres avec des systèmes de propulsion améliorés étaient prévus. Aucun de ces exemplaires ne fut terminé. Vers les derniers jours du conflit, le seul modèle opérationnel fut transporté à Schlüttup, à la périphérie de Lübeck, et éliminé sur ordre direct du commandement naval. La zone destinée à sa garde et à ses tests reçut le nom de code Blaukoppel. Malgré ses défauts, le Sitefell suscita de l'intérêt pour ses capacités potentielles. De futures variantes équipées de torpilles guidées par câbles, comme le type Grill, étaient en cours de développement, ainsi que des adaptations spécifiques pour des attaques en piqué contre des objectifs côtiers. Aucune de ces propositions n'alla au-delà du stade du papier. L'échec du Sitefell n'était pas dû à un manque d'innovation, mais à une combinaison de problèmes techniques, de matériaux insuffisants et de l'urgence du contexte de guerre. Malgré tout, il a laissé la trace d'une tentative sérieuse de la part de l'ingénierie militaire allemande de combiner la mobilité terrestre et l'attaque sous-marine. Dans les archives techniques postérieures à la guerre, le projet fut examiné par diverses puissances comme exemple de conception hybride, bien qu'il n'ait jamais été repris sous forme opérationnelle. Ainsi, le Sitefell finit comme une anomalie technologique de la Seconde Guerre mondiale. Né trop tard, et avec trop de lacunes pour influencer le déroulement du conflit, il fut un des nombreux essais désespérés du Troisième Reich pour gagner du temps face à l'effondrement imminent. Bien qu'il ne soit jamais entré en combat, ni n'ait dépassé la phase prototype, sa conception amphibie, son système d'armement complet et son autonomie opérationnelle le placent parmi les projets les plus étranges et les plus ambitieux de l'arsenal nazi, oubliés dans le chaos des derniers mois du conflit. Arado S-555, l'aile volante qui visait New York. À la fin de 1943, les ingénieurs d'Arado commencèrent à esquisser un avion capable de traverser l'Atlantique et d'atteindre le territoire américain. La proposition, conçue dans les installations de Landeshut en Silésie, partait d'une prémisse simple, développer une machine suffisamment rapide, légère et puissante pour déjouer la défense aérienne alliée. Sous la direction technique du Dr Loth, l'équipe allemande commença à explorer des variantes d'ailes volantes avec une conception qui éliminait les surfaces inutiles pour réduire la résistance à l'air. En avril de 1944, les exigences minimales furent concrétisées. Grande vitesse, autonomie supérieure à 5000 km et capacité de charger au moins 4 tonnes de bombes. Les discussions se concentraient sur la recherche du moyen le plus viable d'atteindre cette combinaison. En quelques mois, plus d'une douzaine de propositions furent mises sur la table. Toutes suivaient le même principe de base, un bombardier biplace, à long rayon d'action et à grande vitesse, alimenté par des réacteurs. Certaines idées envisageaient même d'inclure jusqu'à 8 moteurs. Malgré l'enthousiasme des ingénieurs, aucune de ces conceptions ne dépassa le stade conceptuel. Le modèle principal, désigné comme E555-1, fut le plus développé de l'ensemble. Il s'agissait d'une structure entièrement métallique, fabriquée avec une combinaison d'acier et de duralumin. Le fuselage était réduit, car l'avion suivait la logique d'une aile volante pure. Le cockpit pressurisé occupait la partie avant, avec une section circulaire qui s'intégrait doucement au profil aérodynamique. Sur les côtés, 2 stabilisateurs verticaux fournissaient la stabilité directionnelle. Ils étaient situés à plus de 6 mètres du centre de gravité pour garantir un contrôle efficace. Le train d'atterrissage consistait en 2 systèmes tandem avec des roues doubles qui se rétractaient vers l'intérieur des ailes. À l'avant, une roue double située sous le cockpit se repliait dans le sens inverse. Comme alternative pour des conditions de surcharge, l'utilisation d'un système auxiliaire d'atterrissage jetable était prévue.
Sur la partie supérieure de l'aile seraient installés 6 réacteurs BMW 003A alignés en parallèle. Postérieurement fut envisagée la possibilité de les remplacer par 6 moteurs Heinkel ES011 qui offraient une plus grande poussée. Cette reconfiguration permettrait d'atteindre des vitesses supérieures sans compromettre l'intégrité structurelle de l'avion. Chaque décision technique visait un seul objectif: créer un bombardier qui pourrait atteindre des villes comme New York ou Chicago sans ravitaillement. La défense de l'appareil fut également soigneusement planifiée. 2 canons Mk-103 de 30 mm seraient situés juste derrière le cockpit, montés sur le dos du fuselage. Une tourelle opérée à distance avec 2 canons MG 151/20 serait installée derrière la section pressurisée de commande. Une autre paire de canons du même type serait placée à l'arrière, contrôlée par un périscope depuis un poste d'armes blindé. Au fur et à mesure que les plans et les calculs s'accumulaient, les priorités de la Luftwaffe commençaient à changer. En décembre de 1944, le ministère de l'Air du Reich ordonna l'annulation du programme. La guerre se trouvait dans une phase critique, avec une pénurie de ressources, une perte de territoire et une offensive aérienne alliée qui frappait les usines allemandes quotidiennement. La production devait se concentrer sur les chasseurs défensifs et les modèles éprouvés. L'Arado E-555 passa ainsi aux archives des projets inachevés. De toutes les conceptions proposées, une se distinguait au-dessus des autres. Le modèle E-555-6, avec une envergure de plus de 28 mètres, était conçu pour incorporer 3 moteurs BMW 018 qui n'étaient pas encore pleinement développés. Avec des réservoirs auxiliaires, il était calculé qu'il pourrait couvrir jusqu'à 7500 km. Son profil répondait directement aux exigences initiales du projet: traverser les océans, attaquer des objectifs stratégiques et revenir sans s'arrêter. Aujourd'hui, ce bombardier projeté conserve un certain attrait auprès des passionnés de modélisme technique. La firme Revell produit une réplique à l'échelle, un 72e basé sur ses plans originaux, que certains amateurs reconstruisent en utilisant des motifs de camouflage spéculatifs. Dans ce domaine, le 555 a cessé d'être une menace sur l'Atlantique pour devenir une pièce d'exposition. Ces conceptions font partie des catalogues historiques de l'aviation avancée du Troisième Reich, comme un des rares membres du programme America Bomber, avec une documentation technique détaillée. Les idées qui ont entouré le 555, ainsi que d'autres conceptions comme le Horten-O 229 ou le Junkers-Ju 287, montrent une tendance claire dans les dernières années du conflit: remplacer le combat conventionnel par la technologie expérimentale. L'Allemagne n'essayait plus de gagner la guerre sur les fronts, mais d'imaginer un coup qui changerait les règles. Le 555 fut un de ces coups imaginés. Reichenberg, la bombe pilotée de l'escadron Léonidas. Après des années de guerre, et alors que le front s'effondrait, l'Allemagne nazie tenta de convertir ses dernières ressources en armes désespérées. L'une de ces tentatives fut le Fieseler Fi 103 Reichenberg, une version adaptée de la bombe volante V1, équipée d'un cockpit pour un pilote. Cet appareil fut conçu comme un projectile piloté dans le cadre du programme de l'escadron spécial Léonidas, sous le commandement du Kampfgeschwader 200, une unité d'opération secrète de la Luftwaffe. L'idée partait d'un besoin concret: frapper avec précision des positions alliées, particulièrement des navires, en utilisant une machine rudimentaire mais létale. Dès le début, 2 plateformes viables furent évaluées: le chasseur Me-328, qui présentait de graves défauts techniques, et une version modifiée du V1, finalement choisie pour sa simplicité structurelle. Ce projet fut propulsé par Otto Skorzeny, qui compta sur la collaboration de l'aviatrice d'essai Anna Reitsch. Elle avait promu depuis 1943 l'utilisation d'aéronefs unipersonnels pour des missions suicides, une idée qui prit forme en 1943 étant reprise par le haut commandement. Le programme reçut le nom de Reichenberg, tiré d'une localité dans les Sudètes où la proposition originale fut formulée. Les candidats, pour manier ces dispositifs, acceptaient les conditions d'une mission sans retour garanti, sachant que l'opération impliquait un risque extrême dès le départ. Le processus d'entraînement se développa sous des protocoles stricts et sans accès à des moyens suffisants. Au milieu de 1944, l'Institut allemand de recherche pour le vol sans moteur, situé à Heinring, prit en charge la construction des prototypes.
En parallèle, une ligne de montage fut aménagée à Dannenberg, où les bombes Phéon étaient transformées en version avec cockpit. Les principales modifications consistaient en l'incorporation d'un siège éjectable, de commandes de contrôle et d'une vision frontale adéquate pour le pilote. Le cockpit, situé dans la partie avant du fuselage, était métallique et fermé, avec une instrumentation rudimentaire. Le propulseur restait un pulsoréacteur Argus à 0,14 monté sur le fuselage. Les ailes, droites et sans capacité de repliement, conservèrent la conception du V1 original. Le train d'atterrissage était constitué de patins fixes au lieu de roues. Le décollage se réalisait avec l'aide d'un bombardier Heinkel E-111 qui transportait le Reichenberg fixé sous l'aile droite. Une fois libéré, le pilote avait le contrôle total de l'appareil jusqu'à l'impact. En octobre de 1944, 4 versions distinctes de l'appareil furent officiellement établies. La première était un planeur sans moteur, conçu pour que les pilotes en formation se familiarisent avec les commandes. La deuxième disposait d'un cockpit double et était utilisée pour l'entraînement avancé. La troisième répliquait complètement la forme et les commandes du modèle définitif, bien qu'elle n'ait pas encore de propulsion active. Et enfin, la quatrième version incorporait déjà le moteur fonctionnel et était destinée directement à des missions réelles contre des objectifs ennemis. Bien que l'opération du Reichenberg impliquait un risque extrêmement élevé, les ingénieurs assuraient qu'il existait une possibilité d'évasion. Le siège éjectable, ainsi que le cockpit blindé, offraient une ultime option de survie avant l'impact. Cependant, en pratique, les temps de décision étaient si brefs que peu confiaient en l'efficacité du système. Les vols d'essai furent supervisés par Anna Reich, qui a également volé sur certains des modèles. Au cours de l'un de ces essais, l'appareil devint instable, obligeant à une évacuation d'urgence. Bien que la pilote ait survécu, l'épisode montra les limites de la conception et provoqua des débats internes sur la viabilité tactique du système. Le programme comptait une douzaine de pilotes en formation et plusieurs prototypes opérationnels. Cependant, la situation militaire de l'Allemagne se détériorait rapidement. Les priorités de production se concentrèrent sur des modèles défensifs comme le Messerschmitt, Me 262 et le Reichenberg fut relégué. En novembre de 1944, le programme fut suspendu sur ordre direct de Hitler, qui considéra que l'impact moral des missions suicides pourrait être contre-productif pour l'opinion publique. Bien qu'il ait été conçu pour le combat, aucun Reichenberg ne fut utilisé lors de missions réelles. Le projet resta comme une des nombreuses tentatives désespérées de l'Allemagne nazie pour renverser sa défaite au moyen de solutions extrêmes. À la fin de la guerre, les prototypes furent saisis par les forces alliées. Certains exemplaires aboutirent dans des musées ou firent l'objet d'analyses pour leurs caractéristiques singulières. D'un point de vue technique, le Vicent III Reichenberg représenta une adaptation rudimentaire de la technologie existante. Il manquait d'innovation réelle, mais son développement refléta le désespoir du haut commandement de trouver des moyens rapides et économiques d'attaquer l'ennemi. L'utilisation de volontaires disposés à piloter des projectiles explosifs marqua une limite éthique dans le cadre du conflit. Bien que son application ait été évitée, le concept fut étudié par d'autres pays après la guerre. Canon Sonic Nazi, le prototype acoustique qui blessait par vibration. Bien avant que la guerre ne commence, on savait déjà qu'il existait des vibrations extrêmes que l'oreille pouvait ou non capter, certaines trop aiguës, d'autres si graves qu'elles ne faisaient qu'être ressenties. En Allemagne, plusieurs scientifiques décidèrent de tester comment ces ondes affectaient des personnes réelles. Ils utilisèrent des prisonniers pour expérimenter des sons très bas et très hauts. Ils découvrirent que les plus graves désorientaient complètement. Ils causaient des douleurs à l'estomac, des vertiges, des vomissements, de la diarrhée et un manque d'air. Ils altéraient également l'esprit. Des peurs intenses, sans explication, surgissaient. Certains tentaient de se faire du mal ou perdaient la raison. Il semblait qu'ils avaient trouvé une arme idéale. Mais transposer l'expérience dans des espaces ouverts fut un échec. Il n'y avait aucun moyen pour que ces ondes ne voyagent que vers l'ennemi. Le personnel même qui opérait la machine subissait également les effets. De plus, l'appareil était énorme et fonctionnait à peine à courte distance. Les commandants conclurent qu'il valait mieux s'en tenir aux mitrailleuses habituelles. Face à l'échec avec les ondes graves, les chercheurs allemands changèrent d'approche. Ils commencèrent à chercher d'autres façons d'utiliser le son comme outil d'attaque.
L'un d'eux fut Richard Walauschek de l'Institut d'acoustique au Tyrol. Il dirigea la création d'un appareil qui pourrait provoquer des évanouissements ou même tuer par la seule émission d'un bruit fort. L'artefact fut prêt en 1944. Au centre d'un grand réflecteur circulaire de plus de 3 mètres de large, ils placèrent un tube avec un système d'allumage auquel était injecté du méthane et de l'oxygène. En allumant ce mélange encore et encore, cela générait des explosions contrôlées qui produisaient un bourdonnement continu avec la fréquence recherchée. À moins de 60 mètres, l'impact était tel que beaucoup tombaient inconscients en quelques secondes ou perdaient la vie. Mais le temps s'épuisait. En janvier de 1945, les autorités suspendirent les fonds. Elles affirmèrent que, étant donné la situation du front, l'utilisation des ondes sonores n'avait aucun sens pratique. Lorsque les troupes américaines capturèrent l'endroit, elles trouvèrent l'appareil. Un bulletin secret de mai de 1946 le décrivait. À moins de 60 mètres, la force du son suffit à tuer. Cependant, elles affirmèrent également que, en raison de sa faible portée, l'arme n'était pas utile en combat réel. Ce prototype sonique fut seulement un parmi tant d'autres. En fin de compte, le Troisième Reich laissa derrière lui un cimetière d'idées inachevées, de plans oubliés et d'armes qui n'arrivèrent jamais à changer le cours de la guerre. La plupart ne sortirent pas du papier. D'autres échouèrent par manque de temps, de technologie ou de logique tactique. Ce qui resta fut des pièces rouillées, des rumeurs décousues et des documents marqués comme « haut secret ». Aujourd'hui, ces vestiges ne servent qu'à rappeler jusqu'où peut aller une idéologie lorsqu'elle tente de convertir la science en destruction massive. C'étaient des machines conçues pour terrifier, mais la peur ne fut pas suffisante pour gagner la guerre.